Alors, commençons. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui portera sur l'application des directives sanitaires en agriculture urbaine. Ce webinaire est organisé par le Conseil du système alimentaire montréalais en partenariat avec le Laboratoire sur l'agriculture urbaine, AULAB. Je suis Erika Salem, agente de programme pour Montréal Métropole en santé, une OBNL qui soutient le système alimentaire montréalais ainsi que Montréal physiquement active. Deux mobilisations intersectorielles qui visent la mise en place d'environnements favorables aux saines habitudes de vie pour tous les Montréalais. Mouvementé serait un euphémisme pour qualifier l'année 2020, mais la situation de crise actuelle a mis le système alimentaire sur un piédestal et cette situation complètement hors du commun nous donne l'occasion, plus que jamais, de mettre en lumière les forces et les défaillances de celui-ci. La tenue de ce webinaire et la possibilité d'ouvrir les jardins en ce début de mois de mai 2020 démontrent la reconnaissance du rôle de l'agriculture urbaine dans la résilience de notre système alimentaire. Les échanges d'aujourd'hui porteront non seulement sur l'application des directives sanitaires dans les jardins, mais aussi sur l'importance de l'ouverture des jardins communautaires. Avant de débuter, quelques petits mots par rapport au fonctionnement du webinaire. Premièrement, le webinaire est enregistré et l'enregistrement sera rendu disponible sur différentes plateformes web, dont celle du Conseil du système alimentaire montréalais ainsi que AULAB. N'hésitez pas à partager cet enregistrement à vos collègues et membres de jardins communautaires dès qu'il sera rendu disponible. Deuxièmement, vos micros sont présentement fermés et devraient rester fermés pour l'ensemble du webinaire. Toutefois, une importante partie du webinaire sera dédiée à une période de questions. Vous êtes donc encouragés à écrire vos questions dans le chat au fur et à mesure des présentations. Ma collègue Anne-Marie Aubert, coordonnatrice du Conseil du système alimentaire montréalais, m'appuie aujourd'hui pour colliger vos questions et nous tenterons de répondre à un maximum de celles-ci pendant le webinaire. Sans plus tarder, je vous présente nos trois intervenants d'aujourd'hui que je remercie d'ailleurs chaleureusement, non seulement pour leur collaboration dans la préparation de ce webinaire, mais aussi pour leur implication dans le développement de l'agriculture urbaine à Montréal et leur appui aux initiatives pour améliorer la sécurité alimentaire des Montréalais et Montréalaises, particulièrement celle des plus vulnérables. Notre premier intervenant aujourd'hui sera M. Éric Duchemin. M. Duchemin est directeur scientifique du Laboratoire sur l'agriculture urbaine, aussi connu sous l'acronyme AULAB. AULAB est un espace de recherche, de formation, d'innovation et d'intervention. C'est un organisme à but non lucratif. Le laboratoire agit dans une perspective de participation au développement d'un système alimentaire urbain, d'un urbanisme viable et d'une économie circulaire au sein des villes. AULAB est mandataire du Carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec, le CRETO. Notre deuxième intervenante sera Mme Marie-Claude Gélineau, qui travaille depuis 14 ans à la Direction régionale de santé publique du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Mobilisée par la COVID-19, elle a été impliquée dans divers dossiers depuis le début de la pandémie. Des enquêtes épidémiologiques auprès des personnes atteintes de la COVID aux recommandations de santé publique pour les bénévoles et les jardins. La troisième et dernière intervention de ce webinaire sera réalisée par Marie-Joëlle Fluet, qui est agente de recherche en développement durable à la direction de la culture, des sports et des loisirs et du développement social de l'arrondissement le sud-ouest de la ville de Montréal. Au sein de l'arrondissement du sud-ouest, elle est impliquée dans l'équipe qui coordonne les 6 jardins communautaires de l'arrondissement et qui appuie les communautés de jardins ainsi que d'autres initiatives en développement durable telles que les jardins collectifs, le programme Écoquartier et les ruelles vertes. Dans le cadre de la COVID-19, elle a contribué aux réflexions sur les conditions de remise en opération des activités de jardin afin d'assurer la sécurité et la santé des jardiniers et des jardinières et des employés. Suite aux présentations des trois intervenants, nous passerons à une période de questions d'environ 20 minutes. Je réitère que nous resterons à l'affût de vos questions et je vous invite donc à les inscrire dans le chat tout au long du webinaire. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre collègue, M. Éric Duchemin. Oui, bonjour. L'idée de la présentation de mon intervention aujourd'hui, c'est peut-être de justifier le pourquoi ouvrir les jardins communautaires et collectifs à Montréal. Peut-être que pour plusieurs d'entre vous, c'est une évidence. Je pense qu'il fallait démontrer le sérieux
de l'apport de l'agriculture urbaine dans les jardins communautaires et les jardins collectifs pour la sécurité alimentaire d'une partie de la population et aussi pour d'autres éléments. Donc, mentionnait Erika, je suis directeur scientifique du laboratoire de l'agriculture urbaine et ça fait plus de 12 ans qu'on fait de la recherche sur l'agriculture urbaine et on a commencé par les jardins communautaires et collectifs. Donc, on a suivi tous des enjeux liés au risque de contamination à partir des sols, la question de bien-être, la question de santé mentale, ou qu'est-ce que ça apporte dans un jardin communautaire, d'éducation et autres. Et dans les 12 dernières années, je pense qu'on a réussi à démontrer que l'agriculture urbaine avait un apport important. Les jardins communautaires et collectifs avaient un apport important pour la société. Et comme disait mon collègue Jean-Philippe Vermette dans une entrevue récemment, le COVID peut-être a fait émerger le fait que cette reconnaissance-là, elle est aussi appuyée maintenant par les villes, les arrondissements, parce que je dirais que ça n'a pas été une grande bataille de vouloir faire ouvrir les jardins communautaires et collectifs parce que tout le monde était à peu près d'accord que ça avait une importance. Dans ces 12 ans-là, on a fait des sondages. Pourquoi les gens étaient dans le jardin communautaire? Et dans les 3 raisons pourquoi les gens sont dans le jardin communautaire, s'il y a le loisir qui apparaît souvent en haut, le fait d'avoir une activité de détente en famille, parce qu'il faut comprendre que les jardins communautaires font partie de la direction des loisirs, donc les gens sont un peu je ne dirais pas brainwashés, mais c'est une évidence pour eux que ça fait du loisir, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on leur pose « Oui, mais quel genre de loisir? » Ils ont un peu du trouble à répondre, parce que souvent, ils vont répondre « Ah, mais je mets les mains dans la terre. » Je ne suis pas persuadé que c'est du loisir, mettre les mains dans la terre, mais bon, c'est une façon de verbaliser. Mais en plus du loisir, des choses qui arrivent en plus grande quantité par les répondants, les jardins communautaires, c'est le fait d'avoir des aliments de qualité, frais et de proximité. Et ça, c'est quand même important. C'est une première étape pour démontrer que les jardins communautaires, c'est plus que du loisir. Et durant les dernières années, on s'est appliqué de voir combien de nourriture on produit dans les jardins communautaires et collectifs, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas. Parce que c'est assez compliqué, il faut des carnets de récolte, il faut que des personnes pèsent l'ensemble de leur récolte durant les saisons, il faut assez de données aussi pour avoir des données intéressantes. Mais après 10 ans de collecte de récolte, donc on a eu plus de 50 carnets de récolte qui ont été fournis pendant cette période-là, dans différentes situations avec différents types de personnes dans les potagers qui n'ont pas les mêmes objectifs tous et chacun, mais on remarque que la production va en 2 kg par mètre carré à 7 kg par mètre carré. Et si on extrapole ça à l'ensemble des initiatives, ce qu'on pourrait appeler des initiatives citoyennes et sociales sur l'île de Montréal, ce qui inclut aussi les potagers individuels là, qui sont très présents sur l'île de Montréal, c'est plus de 100 000 personnes qui se nourrissent presque exclusivement d'agriculture urbaine durant la saison estivale. Donc, on voit que l'agriculture urbaine, ça a un apport alimentaire non négligeable pour plusieurs personnes. Et dans les jardins communautaires, il y a quand même aussi une bonne partie de la population qui sont des populations vulnérables, soit des personnes âgées à faible revenu ou des personnes immigrantes. Ça va varier selon les arrondissements, mais il y a une place importante à ce niveau-là. Et là, bien entendu, on pourrait parler des jardins collectifs qui, eux, sont pas essentiellement dévolus aux personnes à faible revenu, mais grandement dévolus à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment des espaces essentiels pour des questions de quantité de produits, mais aussi de qualité et aussi de changement d'habitude alimentaire de cuisiner. Donc, au début avril, lorsqu'il y avait la COVID, on s'est posé la question, rapidement, on s'est dit, il faut vraiment avoir une réflexion à ce niveau-là. Donc, on a alerté avec d'autres groupes, dont Cultiver Montréal pour le territoire de Montréal, mais le ROC aussi pour Québec, la santé publique en disant il faudrait avoir un avis. Très rapidement, je dois avouer, à la base, j'étais un peu surpris, mais l'Institut national de la santé publique a mis un premier avis positif en disant oui, c'est important, en renvoyant la balle à la direction de la santé publique régionale pour qu'ils fassent le travail, mais on voyait vraiment qu'il y a eu un effort. Nous, à l'interne du laboratoire, on s'est posé la question, quels sont les risques? Si on rouvre un jardin communautaire, est-ce que les risques de contamination, de contagion communautaire sont importantes et à quel niveau sont importants, où sont importants? Et très rapidement, on s'est dit que finalement, il y a peu de risques. C'est à l'externe, il y a peu de contacts. Les jardins sont quand même très espacés.
C'est très rare où 100% des jardiniers sont au jardin en même temps, puisque l'accès est assez étendu. En général, c'est entre 20 et 30% gros maximum des jardiniers qui sont là. Donc, on peut assurer la distanciation de 2 mètres. Après ça, bien entendu, toute la question de plus éducatif, des ateliers, de l'animation, des corvées, là, on s'est dit, bien, ça, c'est sûr qu'il n'en faut pas parce que c'est des moments-là où tout le monde est présent. Il faut l'éviter. Mais en début de saison, ce n'est pas nécessairement le moment le plus crucial pour ça. Donc, très rapidement, on a commencé à émettre nous-mêmes, on pense que c'est assez important au niveau de la sécurité alimentaire et que les risques de contamination sont très faibles. Et aussi, je pense que tout ça, je pense qu'il y a des personnes dans les arrondissements et autres, mais d'autres villes à qui on travaille aussi. Tout le monde a émis à peu près la même directive en disant que c'est quand même essentiel au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la production alimentaire. Je pense que là, je le mentionne parce que c'est un peu l'idée derrière l'ouverture des jardins communautaires et collectifs actuellement, c'est pour la production et non pour la socialisation à 5 personnes sur un potager, sur un jardinet. C'est vraiment de se dire, on va aller pour partir de notre production. Il y a quand même peu d'activités à faire en début de saison. On peut facilement le faire en une période d'1 heure et demie, puis après ça, on n'y retourne pas parce que c'est des plantations, puis il y a peu d'entretien parce que les plants ne sont pas encore matures, puisque les plantations vont arriver surtout à la fin mai. Donc, c'est un peu à peu près où on était. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous au niveau de la position du laboratoire sur l'agriculture urbaine que je porte, mais que d'autres groupes là aussi, au niveau local ou régional ou national, portent aussi au niveau de l'ouverture de ces jardins-là et de l'importance de l'ouverture de ces jardins-là collectifs communautaires. Mais après ça, il y a d'autres formes et nous, on travaille avec différents partenaires pour voir comment on peut ouvrir d'autres formes d'agriculture urbaine qui étaient beaucoup plus, mettons, qui avaient beaucoup plus d'animation et de proximité entre les personnes. Est-ce qu'on peut réutiliser ces espaces-là qui ne seront pas utilisés pour de la production alimentaire pour cet été, comme la réflexion qu'on peut avoir cet été dans les jardins communautaires pour les personnes qui ne voudront pas utiliser leurs parcelles. Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour produire sur ces parcelles-là et fournir ces aliments-là à des banques alimentaires ou à des cuisines collectives s'ils ouvrent ou d'autres types d'aides au niveau local pour aider, encore une fois, c'est pour aider la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. Erika, oui, merci Éric. Je vais donc passer la parole à Marie-Claude Géinaud de la Direction de la santé publique. Marie-Claude, c'est à toi. Oui, Erika, est-ce que tu vas mettre le petit PowerPoint? C'est assez simple. Bien, bonjour tout le monde. Je veux juste vous dire un gros merci de votre engagement à vouloir bien faire les choses. Sachez qu'en santé publique, on apprécie vraiment beaucoup. Et puis, ben, vous aurez peut-être compris là, avec la présentation tout à l'heure d'Erika que je ne suis pas une spécialiste en maladies infectieuses, là, la santé publique, là, mais je vais faire de mon mieux. Juste avant de commencer, pour vous dire que, ben c'est ça, je vais passer à travers un petit peu là, les principales recommandations. Tu peux tout de suite passer à la suivante, Erika, s'il te plaît. Donc, qui est les recommandations d'aujourd'hui, le contenu que je vous passe aujourd'hui, c'est vraiment basé sur le document de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui était annexé avec le rappel qu'Erika vous a envoyé aujourd'hui pour le webinaire. La situation évolue à chaque jour. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui pourrait changer, donc ça tient pour aujourd'hui, mais c'est possible que dans quelques semaines, il y ait d'autres... il y a des changements. Je sais aussi qu'il y a des gens qui viennent de d'autres régions qui assistent au webinaire et les propos aujourd'hui, ça représente vraiment une vision montréalaise. C'est possible qu'il y ait des adaptations pour d'autres régions. Et c'est également possible aussi pour... Non, je vais arrêter ma phrase ici. Et finalement, la façon d'appliquer les mesures, moi, je vous présente sommairement les mesures aujourd'hui de santé publique, mais ça pourrait être adapté selon les jardins. Ce sera à vous de voir qu'est-ce qui convient mieux à votre jardin.
Voilà, puis il est également possible que s'il y a des instances municipales là, qui sont impliquées dans la gestion du jardin, c'est possible qu'elles aient aussi leurs propres exigences et c'est bien correct aussi. Alors, juste un bref rappel là, que c'est les mesures dont on fait la promotion pour les jardins publics, c'est exactement la même chose que partout ailleurs. Et puis vous avez déjà vu donc ces petits dessins-là. J'ajouterais juste qu'il manque juste que si on a des symptômes, on reste chez nous. Mais sinon, c'est pareil. Les mesures, tu sais, que vous alliez à l'épicerie, à la pharmacie, chez Rona, c'est pareil. Sauf que, par exemple, moi, je fréquente 2 pharmacies. Dans une des pharmacies, j'attends le petit commis, il vient avec moi dans les allées, je lui pointe ce que je veux et il me le donne. Et à partir du moment où moi, j'y touche, je le garde, c'est moi qui le scanne, c'est moi qui le mets dans mon sac. Dans l'autre pharmacie, je rentre là, je me mets du petit purel sur les mains et je suis libre comme l'air. Alors, ils ont reçu, les pharmacies, toutes les mêmes consignes, mais selon les moyens qu'ils ont, le personnel dont ils disposent, leur tolérance au risque, bien, ils ont adapté leur façon de faire. Alors, c'est la même chose, je pourrais reprendre l'épicerie comme exemple aussi. Dans certains, on peut utiliser nos sacs réutilisables. Dans d'autres, on doit utiliser les sacs de plastique du magasin. Donc, c'est le même principe pour ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous transmets la base et ce sera à chaque jardin de voir qu'est-ce qui convient le mieux puis qu'est-ce qui est possible pour lui, de la façon dont c'est possible pour lui de mettre ça en œuvre. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire. La première règle que vous connaissez bien, là, la distanciation sociale, respecter le fameux 2 mètres. Donc, il faut limiter le nombre de personnes dans le jardin en même temps. Et j'entends la question, tout le monde dit, oui, mais combien de personnes je peux avoir dans mon jardin? C'est pas une formule mathématique, là. L'idée, la règle qui prévaut, c'est qu'il faut pouvoir respecter une distance de 2 mètres entre les personnes. C'est la seule règle que je peux vous donner. Et tantôt, Éric mentionnait qu'habituellement, bon, les jardins sont la fréquentation en même temps, c'est 25 à 30 des membres. Là. Alors, c'est à vous de voir. Déjà, on comprend que c'est jamais 100 des membres qui vont là en même temps, mais ce sera à vous de voir qu'est-ce qui est faisable chez vous. Puis, j'ai vu une petite question passer tantôt. Là. Oui, effectivement, les jardins, l'idée, c'est d'éviter les rassemblements. Alors, c'est vraiment, on vient là pour produire ses légumes. Alors, on ne vient pas là pour assister à des formations, pour assister à un événement, pour faire le social en même temps qu'on fait une corvée. Ça ne veut pas dire que, par exemple, il n'y aura pas de formation, mais on peut les faire de d'autres façons, via Internet ou de d'autres façons, mais le jardin ne devrait pas être un lieu de rassemblement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter le nombre de personnes dans le jardin en même temps? Comme je disais tantôt, c'est vraiment à vous de choisir. Il y a toutes sortes de façons. Vous pourriez décider, par exemple, de dire chaque personne peut venir tant de fois par semaine seulement. Quand elle vient, c'est pour une durée de 2 heures, par exemple, qu'il faut d'abord s'inscrire. Ça, c'est juste des exemples que je vous donne. Est-ce que vous acceptez les enfants ou pas? C'est toujours à voir. Quand je parle d'adaptation, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, mettons, à Montréal-Nord, où la situation est peut-être moins en contrôle au niveau de la COVID, bien, c'est peut-être pas le temps d'ouvrir tout grand au jardin, les jardins aux familles avec des jeunes enfants qui auraient de la difficulté, par exemple, à appliquer les mesures d'hygiène minimale, par exemple. Mais c'est juste un exemple, ce sera vraiment à vous de décider. Vous pourriez aussi utiliser différentes méthodes, par exemple, là, pour diminuer le nombre de visites qui sont nécessaires au jardin, pour réduire la fréquence d'arrosage, mettre du paillis, peut-être fertiliser au minimum, parce que la fertilisation, ça demande quand même des arrosages plus fréquents. Bon, Éric, si je dis une niaiserie, tu me corrigeras là, après. Je ne suis pas une spécialiste du jardinage. Peut-être utiliser donc des variétés qui sont plus rustiques, des variétés plus indigènes, plus résistantes. Puis ça peut être aussi votre rôle de conseiller vos membres sur quelle variété utiliser. Bon, utiliser des couvre-sols pour les ravageurs ou des trucs comme ça. Fait que ça peut aussi amener, on pense au compagnonnage, ou en tout cas, ça peut aussi amener d'autres
un approfondissement de la technique de jardinage aussi. Voilà, on peut passer à la seconde, plutôt à la prochaine diapo. L'autre règle importante, c'est l'utilisation sécuritaire des outils et des équipements. Alors, le virus se transmet principalement par des gouttelettes puis des contacts directs, par exemple la salive. Tu sais, la transmission par contact indirect, c'est-à-dire, moi je touche, j'éternue sur quelque chose, quelqu'un touche à ce quelque chose-là dans les heures qui suivent, les minutes qui suivent, puis cette personne-là se met les doigts dans la bouche après. C'est pas le mode de transmission le plus fréquent, mais c'est sûr que on fait quand même preuve de prudence. Donc, il faut prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse se laver les mains puis qu'on puisse désinfecter les outils. Mais la clé, l'affaire à retenir, puis c'est pour ça que c'est ce petit dessin-là qui est là, c'est de se laver les mains. C'est vraiment, ça, c'est, vous y pensez, tu sais, quand vous faites une commission, vous arrivez là, à l'épicerie, puis vous vous lavez les mains. Quand vous revenez à la maison, vous vous lavez les mains. C'est exactement la même chose au jardin. Le minimum, c'est vraiment se laver les mains en arrivant puis en partant. Et surtout, ne pas se toucher le visage. On ne se touche pas les yeux, le nez, la bouche. Avec ça, déjà, là, on a un grand bout de fait. On dit de nettoyer, désinfecter les surfaces qui sont fréquemment touchées. On pense aux poignées de brouette, aux boyaux d'arrosage, au robinet, par exemple. Puis juste pour vous donner une idée, on dit que dans les lieux publics, par exemple, là, qui sont largement fréquentés, on recommande de désinfecter aux 2 à 4 heures. Alors, ça peut quand même vous donner une petite idée. Puis dans la façon où on peut diminuer là, les contacts, ça peut être, par exemple, si le cabanon est utilisé, bien, on ouvre la porte du cabanon au début de la journée, puis on la referme à la fin de la journée, ce qui fait que la poignée ne devient pas un vecteur du virus s'il y a lieu, évidemment. Puis ça pourrait être la même chose, par exemple, si, je ne sais pas, il y a un bac de compost, bien, on ouvre le couvercle au début de la journée, puis on le referme à la fin de la journée. On va aller à la prochaine, parce que j'ai aucune idée, que je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai mis dessus. Ah, bon. Pour le nettoyage et la désinfection, bien, vous prenez les produits usuels. C'est important de nettoyer avant de désinfecter. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, le robinet est plein de terre parce qu'on a utilisé un gant qui avait plein de terre, bien, le désinfectant est moins efficace. Et pas efficace, en fait, quand il y a des salissures ou des débris. Donc, juste de nettoyer avant, on essuie, puis après ça, on peut désinfecter. Pour les produits utilisés, puis même pour la technique de désinfection, mais on s'entend que c'est pas... On n'est pas dans un milieu hospitalier, là. C'est pas de la stérilisation qu'on fait. Dans le document de l'INSPQ, il y a un lien pour aller qui explique là, comment désinfecter puis quel produit utiliser. J'ai pris la peine d'écrire par rapport à la fréquence, là, parce que je trouvais que je voulais que le message soit très clair. Dans la vie, on recommande là, si possible, de ne pas partager des équipements. Si le matériel est partagé, il doit être nettoyé et désinfecté minimalement au début et à la fin de chaque journée. Et si vous souhaitez faire preuve de prudence, bien, il pourrait être désinfecté entre chaque utilisateur, mais la meilleure mesure va demeurer toujours de se laver les mains. Au cours de la journée, avant de prendre l'outil, puis en rendant l'outil. Maintenant, c'est à vous de décider quel sera le matériel commun. Est-ce que vous allez permettre le partage des outils ou pas? Et là encore, ça dépend de votre clientèle, ça dépend des gens qui fréquentent votre jardin. Puis là encore, je peux vous apporter une petite nuance. Dans un avis, toujours publié par l'INSPQ, pour les travailleurs agricoles, on recommande de désinfecter le matériel commun à chaque changement de quart de travail, à chaque fin de quart de travail. Dans l'avis pour les jardins, on mentionne qu'il pourrait être désinfecté là, entre chaque utilisateur. Je vais juste vous donner là, les deux perspectives. On va aller à la suivante.
Pour la désinfection, une solution économique là, pourrait être d'utiliser aussi, de faire une solution maison avec une part d'eau de Javel dans 9 parts d'eau froide. Faut juste se rappeler que ça, c'est bon pour une journée. Il faut recommencer ça à chaque journée parce que le chlore dans la solution s'évapore, donc la solution perd son pouvoir désinfectant. Pour les gants, moi, les gants de latex, j'aime vraiment pas ça. Ça procure vraiment un faux sentiment de sécurité. Il faut penser que les gants de latex, c'est utilisé habituellement dans un contexte de soins, dans un milieu de soins où la personne qui les porte donne les soins et les retire après les soins. Donc, elle ne se promène pas d'un endroit à l'autre avec ses gants. Ça fait que si on fait ça, on voit des gens qui se promènent qui arrivent à l'épicerie avec leurs gants, ben, elles ne font que amener les germes de chez eux là, à l'épicerie puis dans les lieux qu'elles fréquentent. Fait que on pense plus facilement à se laver les mains au cours d'une journée que j'ai jamais vu personne se laver des gants en latex là, ou puis une fois qu'on les a, ben c'est facile de se gratter un petit peu d'en face, puis de se toucher un petit peu l'œil. Fait que les gants en latex ne seraient pas un choix à privilégier là, dans un jardin. Puis juste pour vous dire à titre informatif, j'ai vu que les petites caissières à mon Provigo étaient tannées de se mettre du Purell entre chaque client et puis elles ont maintenant des gants en latex sur lesquels elles appliquent du Purell. C'est tout à fait inefficace. Là. Le latex devient, c'est un matériel poreux et c'est tout à fait inefficace comme technique. Alors, c'est ma petite parenthèse de ma visite à l'épicerie ce matin. Pour les gants de jardinage, ben, les gants de jardinage, habituellement, c'est peut-être moins confortable que des gants de latex. Là, on est plus conscient qu'on a ça dans les mains, là, puis c'est rare qu'on va s'enlever un cil dans l'œil avec nos gants de jardinage. Fait que c'est rare qu'on va se toucher le visage ou tout ça. Fait que il n'y a pas vraiment de problème avec les gants de jardinage. On se lave les mains avant de les mettre. On se lave les mains après les avoir enlevés. Idéalement, les laver après chaque visite au jardin. Mais si j'utilisais mon gros bon sens, je dirais que si on les mettait dans un sac, par exemple, après notre visite au jardin, puis qu'on les ressortait 2-3 jours plus tard pour la prochaine visite, ça pourrait aussi être acceptable. Je reçois beaucoup de questions à savoir, est-ce qu'on doit désigner une personne dans le jardin qui serait responsable de surveiller si les gens suivent les recommandations, s'ils se lavent les mains? Ça, c'est vraiment à vous de choisir. C'est sûr que il n'y a pas nécessairement, tu sais, pensez dans les pharmacies, dans les commerces, il n'y a pas nécessairement de gens qui font la loi. Là, tu sais, il n'y a pas de. Cette personne-là n'aurait pas nécessairement de pouvoir non plus, mais c'est vraiment à vous de choisir si vous avez les moyens puis des personnes qui sont disponibles pour faire ça. C'est sûr que si vous décidez, par exemple, de fournir du désinfectant ou tout ça, ben, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un quelque part qui a une responsabilité de les remplir au cours de la journée. Là. Mais c'est vraiment à vous de choisir qu'est-ce qui convient le mieux. On va aller à la suivante, Erika. Un autre élément qui est dans le document de l'INSPQ, c'est d'aviser évidemment les jardiniers des mesures auxquelles ils devront se conformer quand ils vont aller au jardin. Ça peut être par des affiches sur place, ça peut être préférablement un courriel avant ou le mode de communication que vous utilisez habituellement. Les façons de communiquer, vous pouvez aussi communiquer lorsque les gens sont dans le jardin, par exemple, d'avoir peut-être dans des endroits dans lesquels ils pourraient plus avoir des goulots d'étranglement ou des endroits plus fréquentés dans le jardin, d'avoir des marques au sol, par exemple, pour bien situer c'est quoi un 2 mètres, un 6 pieds. Certains jardins ont utilisé des pelles, par exemple, là, pour dire, regarde, c'est une pelle, c'est 2 pelles de ce grandeur-là, par exemple, ou 2 brouettes, une derrière l'autre. Certains jardins aussi ont décidé de faire signer, bon, j'appelle ça une entente parce que je ne sais pas trop comment l'appeler, là, mais
une espèce d'engagement dans lequel les jardiniers s'engagent à respecter les règles et bon, ils se disent que tant que cette entente-là n'a pas été signée, les gens ne peuvent pas accéder au jardin. Là encore, c'est une suggestion, c'est juste une façon de faire, mais c'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. On va aller à la suivante. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, bon, les 70 ans et plus, ça c'est une question classique. Là encore, je l'ai écrit parce que je préférais que le message soit super clair. La raison pour laquelle on demande aux gens de rester à la maison, aux gens de 70 ans et plus, c'est vraiment parce qu'elles courent plus de risques d'avoir des gros ennuis si jamais elles contractent la COVID. Mais des personnes âgées qui décideraient, qui feraient le choix personnel de fréquenter le jardin collectif, alors il deviendrait encore plus important et pour elles et pour ceux qui les entourent, par respect, de vraiment bien suivre les mesures de distanciation physique, les mesures d'hygiène des mains, puis l'étiquette respiratoire. L'étiquette respiratoire, c'est tousser dans son coude, jeter son mouchoir dans une poubelle. Et évidemment, toutes les personnes qui sont en centre d'hébergement, dans résidence pour aînés ou en ressources intermédiaires, bon, ne devraient pas fréquenter les jardins parce que le risque est trop grand, parce qu'elles habitent des lieux où il y a beaucoup d'aînés. Alors, je suis allée pas mal vite, là, mais je voulais laisser plus de place pour les questions. C'était vraiment de faire les grandes lignes. Là, je voulais vous donner les grandes lignes. Alors, voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude. Je vais maintenant tenter de retrouver notre troisième intervenante, Marie-Joëlle Suet. Voilà. La parole est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mais avant de débuter, moi, je souhaite quand même vous dire que je représente aujourd'hui les réflexions qui sont issues d'un comité de travail qui est composé de plusieurs arrondissements et de la ville-centre. Donc, notre arrondissement, le Sud-Ouest, a été identifié là, pour participer au webinaire parce qu'on a été impliqués de façon assez active là, sur les travaux. Mais c'est vraiment un travail collaboratif, puis c'est l'expertise de chacun aussi qui a été mis à profit. Je vais essayer de ne pas répéter ce que Marie-Claude a vraiment très bien expliqué, là, parce qu'évidemment, on s'est vraiment basé sur les recommandations, l'avis de l'INSPQ, les recommandations de la DRSP là, pour tout le travail qui concerne l'ouverture des jardins communautaires collectifs. Donc, peut-être juste préciser, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont de Montréal qui sont ici au webinaire, mais je rappelle qu'à Montréal, on a 19 arrondissements. Donc, on compte 97 jardins communautaires là, qui sont déployés dans les arrondissements. Puis, c'est environ, là, en fait, c'est près de 7500 jardiniers là, qui sont disponibles pour les résidents-résidentes. Donc, c'est vraiment suite à l'avis de l'INSPQ, puis aussi la réception d'un avis favorable à la DRSP là, que par rapport à l'ouverture des jardins, puis aussi démontrant leur importance, là, surtout en situation de crise, de l'importance de soutenir l'agriculture locale, l'autosuffisance alimentaire, que la ville, ces arrondissements ont travaillé pour des plans de déconfinement, donc pour l'ouverture des jardins communautaires. Puis également, cette décision-là, tenant en compte la volonté de la ville là, de favoriser, bon, je l'ai dit, là, la sécurité alimentaire de ses résidents, par l'accès à des produits qui sont frais, qui sont sains. Puis aussi, on considère quand même tous les bienfaits, puis Éric l'a bien nommé, là, donc tous les autres aspects là, de loisirs, puis aussi positifs là, de l'agriculture urbaine. Donc, ça touche la santé, les saines habitudes de vie, mais évidemment, les impacts positifs sur l'environnement. Donc, puis aussi, je pense que ce qui est compté dans nos réflexions, c'est le fait que le jardinage est une activité extérieure. Donc, on a vraiment tenté d'étudier les conditions de remise en opération des jardins pour assurer la sécurité des employés, mais aussi principalement des citoyens et citoyennes. Donc, c'est pour ça qu'on a annoncé le 4 mai dernier, en fait, on a annoncé, la mairesse Plante a annoncé l'ouverture progressive des jardins communautaires collectifs à partir du 4 mai. Puis ça se voulait une ouverture progressive, donc en 3 phases. Donc, il y avait la phase de préparation, donc qui s'est faite un peu avant l'annonce officielle de l'ouverture.
Puis ça, c'était pour tout ce qui touche les aspects préparatoires, donc pour commencer à enclencher avec, disons, les travaux publics, les travaux qui sont urgents, essentiels avant l'ouverture des jardins. Donc, on peut penser de façon très opérationnelle à l'ouverture de l'eau, mais il y a aussi des fois des travaux là, sécuritaires qui doivent être mis en place. Puis j'imagine aussi que dans des arrondissements, c'est toujours en cours cette phase-là. Des fois, il y a des travaux plus importants à faire. Puis, tout ça dans un contexte aussi particulier, donc de confinement, de mesures de distanciation physique pour l'école bleue, de télétravail aussi pour la majeure partie des équipes. Puis, ça nous a permis aussi de commencer à voir tout le matériel qui était nécessaire de commander, donc entre autres le désinfectant, le travail aussi pour les affiches qui vont pouvoir être installées dans les jardins communautaires sur les mesures de sécurité. La deuxième phase, c'est l'ouverture graduelle au public. Donc, c'est plus la planification avec les comités de jardin, les organismes mandataires. Donc, aussi, il faut préciser que dans chaque arrondissement, les modalités de gestion des jardins peuvent varier. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une façon de faire là, qui s'applique de façon uniforme à tous les arrondissements. Il faut vraiment adapter selon chacun des contextes. Puis commencer aussi à en fait, travailler sur les protocoles puis les procédures là, en lien avec les directives de la DRSP, comme je disais, pour adapter là, à chacun des jardins. Voilà. Puis pour certains arrondissements aussi, cette étape-là est essentielle parce qu'elle permet de finaliser les renouvellements avec les jardiniers. Donc, il faut savoir que le bureau d'Accès Montréal a été fermé aussi avec la COVID-19. Donc, entre autres, nous, pour le Sud-Ouest, là, on a dû arrêter les renouvellements. Donc, on est en train de voir là, comment on va pouvoir assurer toute la remise en place de cette modalité-là, qui ne remet pas du tout en question l'ouverture des jardins, mais c'est quand même une étape importante. Puis ensuite, pour se rendre à l'ouverture complète qui est annoncée dans la semaine du 18 mai, puis qui est une période aussi qui va permettre, à notre avis, aux comités de jardin, aux bénévoles aussi, de se familiariser avec les nouvelles modalités et puis les nouvelles façons de faire là, en temps de pandémie. Puis, ce que j'ai le goût de souligner aussi, c'est ça, c'est que dans les arrondissements, la gestion des jardins communautaires là, peut varier. Puis, c'est sûr que nous aussi, bon, c'est ça, ça peut être soit en régie ou soit un organisme mandataire, mais on favorise vraiment la gouvernance démocratique, donc via des comités de jardin, conseils d'administration. Donc, c'est sûr, ça fait en sorte que l'application des mesures va quand même pouvoir varier en respectant évidemment les critères de base, mais il n'y a pas une recette là, qui va pouvoir s'appliquer à tous les jardins. Donc, quelles sont, puis là, Marie-Claude, je ne veux pas répéter ce que Marie-Claude a très bien expliqué, mais quelles sont les règles générales, les procédures qui sont exigées pour assurer la sécurité des jardiniers et jardinières, puis qui a été transmis aux différents arrondissements, le travail qui a été fait avec les arrondissements de la Ville-Centre. Donc, c'est assurer la communication auprès des jardinières et des jardiniers, puis aussi un affichage dans tous les jardins communautaires. Donc, normalement, il va y avoir deux types d'affiches. Il va y avoir une affiche très générique sur la COVID-19, puis qui va présenter les mesures de base, là, comme Marc-Claude l'a expliqué, sur les mesures sanitaires à prendre en tout temps. Puis aussi, il va y avoir des affiches plus spécifiques aux jardins communautaires. Donc, c'est quoi les règles qui s'ajoutent, dans le fond, aux règles de base là, de chacun des jardins en temps de COVID-19. Puis, il y a aussi, là, je parle beaucoup des jardins communautaires, mais il va y avoir aussi une affiche qui va pouvoir être affichée dans les jardins collectifs, là, donc adaptée un peu plus à cette réalité-là aussi, mais qui prend en compte là, des mêmes mesures là, que pour les jardins communautaires. Puis aussi, évidemment, on veut aviser les jardiniers des procédures qu'il va falloir suivre là, pour l'ouverture des jardins communautaires. Donc, dépendamment des modalités de chacun des arrondissements, ça peut être via une lettre, courriel, tout ça. Donc, aussi, ce qu'on veut, c'est avoir une surveillance des jardins pour l'ouverture. Donc, ça aussi, ça va être variable d'un arrondissement à l'autre. Puis, c'est pour... ça dépend aussi des modalités de gouvernance, de gestion. L'idée, c'est vraiment de veiller à l'application des recommandations de sécurité publique qui sont connues pour s'assurer que les gens les comprennent, les respectent. Ça peut être des surveillants de jardin, c'est sûr que ça peut être des bénévoles, donc il faut voir aussi par rapport aux ressources puis à la disponibilité des comités des bénévoles qui sont sur place. On essaie de voir aussi dans certains arrondissements pour que ça soit des employés qui puissent le faire.
Puis, il peut y avoir un accompagnement qui est possible au début là, auprès des comités de jardin par les arrondissements, donc pour faire comprendre, puis aussi adhérer aux conditions sanitaires là, pour qu'elles soient maintenues. Puis pour les mesures strictes d'hygiène, de distanciation physique, donc la même chose, le 2 mètres de distance, donc ça c'est la règle de base. Il va y avoir un accès qui est interdit aussi aux usagers qui pourraient présenter des symptômes qui sont compatibles avec la COVID-19 ou des gens qui seraient en isolement volontaire, obligatoire. Donc le lavage des mains, lavage des outils. Donc, il y a du désinfectant aussi qui va être disponible dans chacun des jardins. On est en train d'organiser aussi pour les jardins collectifs. Donc, c'est sûr que la réalité est différente. Mais les jardiniers vont devoir absolument se laver les mains à leur arrivée, à leur sortie du jardin. Donc, pour les outils aussi, ce qu'on recommande, c'est que les personnes privilégient l'utilisation de leurs propres outils. Donc, on essaie d'éviter au maximum le partage du matériel, des équipements. D'avoir aussi, donc c'est vraiment à travailler avec les comités, comment ça va s'organiser, parce que c'est quand même assez complexe. Donc, de voir aussi au nettoyage des aires communes, donc les points d'eau, l'arrosoir, donc est-ce que ça doit être vraiment nettoyé entre chaque utilisation ou à des moments plus spécifiques, donc mais assurer quand même que les surfaces qui sont fréquemment touchées puissent être nettoyées de façon le plus régulière possible. Limiter les accès, donc chacun des arrondissements est en train de voir avec leur comité comment on peut avoir des horaires pour éviter que les gens se présentent tous au même moment. Ça, encore une fois, c'est vraiment, nous, on a une rencontre avec les 6 jardins en début de semaine, donc on essaie d'avoir une modalité qui pourrait s'appliquer le plus possible aux 6 jardins, mais qui, pour un peu faciliter la gestion, mais qui pourra répondre quand même à la réalité. Donc, est-ce que c'est des horaires un peu restreints? Est-ce que c'est l'utilisation du jardin une journée paire selon le numéro de jardinet, journée impaire? Puis tout ça là, dans l'objectif d'assurer une distanciation physique. Les rassemblements, comme ça a déjà été dit, vont être interdits. Donc, évidemment, pas d'activité sociale jusqu'à nouvel ordre. Puis les activités de corvée qui se font normalement en début de saison vont se faire de façon plus individuelle. Puis, pour les personnes autorisées aussi, donc on veut vraiment s'assurer que les jardins vont être restreints aux personnes qui sont autorisées, donc les usagers qui sont inscrits. Puis aussi pour que les personnes se présentent seules au jardin, donc les personnes qui sont inscrites. C'est sûr que ça a été nommé tout à l'heure, donc ce qu'on veut quand même, c'est que les gens aient quand même une certaine flexibilité pour certaines conditions familiales, donc pour les familles monoparentales, par exemple. Puis pour les personnes qui seraient âgées de 70 ans et plus, atteintes de maladies chroniques, on va suivre les recommandations de la santé publique, donc on leur recommande de rester chez eux sans leur interdire. Puis, on va essayer de voir aussi s'il y a des aînés, en tout cas dans notre cas pour le Sud-Ouest, s'il y a des aînés qui n'utilisent pas leur jardinet, est-ce qu'ils pourraient être cultivés par d'autres personnes, réservés à leur nom, puis peut-être même leur faire profiter des récoltes. Mais ça, c'est vraiment, c'est à la discrétion des comités parce que c'est un élément de gestion supplémentaire. Puis, pour les paiements ou les inscriptions, c'est vraiment selon les besoins des arrondissements. Donc, on est encore en discussion là, pour finaliser avec les arrondissements la date butoir puis les modalités. Puis ce que j'ai vraiment le goût, puis ça a été déjà nommé, mais c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Les modalités sont quand même assez générales, puis c'est de voir comment elles peuvent s'appliquer selon chaque arrondissement, selon chaque jardin. Puis notre priorité, c'est vraiment de pouvoir ouvrir les jardins, puis s'assurer que tout soit mis en place pour que ça soit sécuritaire, mais agréable aussi. Puis là, j'ai parlé plus du cas des jardins communautaires parce qu'on a vraiment, nous, de notre côté, travaillé davantage sur ça. Mais les jardins collectifs aussi vont être ouverts, puis on veut être en appui le plus possible aussi pour les groupes de citoyens et les comités qui gèrent des jardins collectifs. Donc, on veut travailler aussi, leur faire parvenir un peu le même gabarit, là, nous, dans notre cas pour le Sud-Ouest, que les modalités pour les jardins communautaires. Donc, un protocole qui est basé là, un peu sur les mêmes procédures. Puis, c'est sûr que c'est différent là, souvent pour les jardins collectifs parce que ce n'est pas un espace qui est clôturé, donc on ne peut pas non plus exiger à des groupes de citoyens, des groupes communautaires d'assurer une permanence dans les jardins collectifs. Donc, je pense que ça va être plus via une bonne transmission de l'information, puis peut-être aussi via des horaires là, pour assurer qu'il n'y ait pas des rassemblements qui sont importants là, dans les jardins collectifs. Donc, voilà. Puis, c'est sûr que aussi comme les applications, en tout cas les modalités très, très
spécifiques là, pourraient varier aussi d'un arrondissement à l'autre, d'un jardin à l'autre. Ce qu'on vous recommande aux citoyens après, c'est de communiquer avec le 3-1 pour qu'ils soient référés à la personne responsable de leur jardin si jamais ils ont des questions là, supplémentaires par rapport aux modalités plus spécifiques de chaque arrondissement. Donc, voilà. Merci. Merci Marie-Joëlle. On va donc tout de suite passer à une période de questions. On a eu plusieurs questions. On a tenté de les rassembler. J'ai 3 intervenants. Je vous laisse la possibilité de répondre selon votre bon vouloir. Donc, je pars un peu de façon en mode aléatoire. Qu'en est-il de la responsabilité civile des comités des jardins? Et avons-nous une obligation à Montréal d'avoir un poste d'accueil pour valider qui entre et si oui, pendant combien de temps? Là, je m'excuse parce qu'on travaillait beaucoup à colliger en même temps qu'il y avait la présentation. Donc, si vous pouvez répondre, je ne veux pas répéter des choses qui auraient été dites pendant les présentations, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un entre vous 3 qui serait à l'aise de répondre à cette question-là. Puis, je tiens à dire que c'est possible qu'on n'ait pas les réponses à toutes ces questions. Il y a vraiment des questions qui sont assez pointues qu'on va les transmettre aux autorités. Puis, on va tenter d'avoir des réponses, mais est-ce que... Je pense que c'est moi qui dois plonger pour celle-là. Mon impression serait que non, mais je vais aller valider pour une réponse. Éric, tiens, Éric. Oui. Le laboratoire, dans le cadre d'un projet de recherche, on est aussi le gestionnaire temporaire de 9 jardins communautaires dans le cadre du programme du jardin communautaire de Montréal. Donc, c'est nos assurances qui couvrent les jardins communautaires et on a posé la question à notre assureur. Et l'assureur a dit, on a eu la même réponse exactement pour les ruches en ville. C'est impossible de démontrer que quelqu'un peut avoir attrapé le COVID dans un jardin communautaire par rapport à toutes les autres sources qu'il a. Donc, au niveau de la responsabilité civile, il n'y a aucun jardin communautaire, organisation pourrait être poursuivi parce que quelqu'un a supposément attrapé le COVID dans un jardin communautaire. Ce n'est pas démontrable. Donc, la personne pourrait toujours, il y a toujours des moyens d'aller ça en cours, mais il serait impossible de gagner. Là. Puis là, c'est le cas hypothétique que quelqu'un veut bien poursuivre son propre comité qui a bien voulu lui offrir une parcelle. Mais au niveau plus juridique, au niveau juridique, ce serait non recevable comme plainte. Donc, les assurances que les jardins ont sont toujours valides pour ouvrir les jardins communautaires. Bien entendu, chaque jardin communautaire doit avoir des assurances. Et je recommande, tant qu'à faire, appeler vos assurances et demandez-leur quels sont les enjeux à votre niveau. Merci, Éric. On va tout de suite passer à l'autre. Est-ce qu'il va être possible d'avoir accès à du matériel désinfectant, savon, purée, alcool, à distribuer dans les jardins communautaires et collectifs, comme ça a été fait dans les institutions de santé et dans le communautaire? Je ne sais pas si ça fait plus vers Marie-Joëlle. Oui, peut-être que je peux répondre. C'est sûr que oui, effectivement, là, c'est ce sur quoi on travaille actuellement avec la Ville-Centre, puis pour chacun des arrondissements, donc de voir les besoins pour chacun des jardins communautaires en termes de désinfectants, matériel. Même chose aussi pour les jardins collectifs. Les jardins collectifs, ça va être un autre défi parce qu'il faut trouver un endroit où on peut laisser le matériel désinfectant. Donc, ça sera à coordonner avec chacun des responsables des jardins collectifs, mais évidemment, c'est ce sur quoi on travaille là, pour assurer qu'il y a du matériel, du désinfectant, puis aussi, en tout cas, pour assurer aussi que les endroits où il y a accès à de l'eau, lavabo, qu'il y a du savon aussi pour que les gens puissent se laver les mains. Donc, évidemment, c'est une mesure de base là, pour la sécurité de nos usagers, de nos usagères. Merci. On va peut-être revenir rapidement par rapport à l'affichage. J'ai eu plusieurs questions, ça a été mentionné. On va un peu passer à travers rapidement les questions sur l'affichage. Donc, est-ce que les affichages vont être multilangues? Est-ce que les illustrations simplifiées pour créer des affiches éducatives à partager? Est-ce qu'il va y avoir des illustrations simplifiées, finalement, pour faciliter le partage dans les jardins?
Est-ce que c'est possible d'avoir accès à un modèle de lettre d'engagement? C'est peut-être moins affichage. On va rester dans l'affichage. Donc, est-ce que l'affichage multilangue puis des illustrations simplifiées vont être rendues disponibles? Je sais que la Ville-Centre travaille actuellement sur, comme je disais, là, des différents types d'affiches. Donc, une affiche très générale sur, Hoppity! Oh, juste un instant. sur les mesures de... Excuse-moi, Joël. Non, ça va, j'ai réallumé mon micro, je comprends, c'est plus simple comme ça. Donc, d'avoir une affiche très générique sur la COVID-19, puis d'avoir aussi une affiche un peu plus personnalisée pour la question des mesures à suivre dans les jardins communautaires. Je n'ai pas vu l'affiche encore. Là. Je sais que ça faisait partie des préoccupations, effectivement, que ça soit le plus possible avec des pictogrammes parce que pour les personnes qui sont allophones, les gens qui auraient aussi un niveau de littératie plus faible, donc pour s'assurer que les consignes soient bien comprises. Pour l'instant, peut-être que ça peut varier d'un arrondissement à l'autre. Je vais vérifier, donc je ne veux pas m'avancer puis donner une fausse information, mais je ne suis pas certaine que ça va être possible que ça soit offert dans d'autres langues d'affichage, mais peut-être que dans certains arrondissements, dépendamment de leur réalité, là, ça pourrait être le cas. Puis aussi, il va y avoir, comme je disais, soit un courriel qui va être envoyé aux jardiniers, jardinières ou une lettre, là, dépendamment des modalités. Puis on est en train d'assurer la traduction aussi de cette lettre-là, au moins en anglais. Donc, ce n'est pas en multilingue, là, mais ça serait minimalement en anglais. Donc, ça, c'est la modalité là, qui est en cours actuellement. Puis peut-être, je ne sais pas si la lettre en anglais va être envoyée dans tous les arrondissements. Il faudrait que je vérifie. Là. Je sais que c'est le cas pour nous dans le sud-ouest. On a beaucoup de communautés anglophones, mais je ne sais pas si tous les arrondissements vont envoyer la communication plus spécifique aux jardins jardinières dans les deux langues. Merveilleux, merci. On demande, est-ce que les brigades vertes des arrondissements pourraient venir soutenir les gestionnaires des jardins communautaires? Plusieurs membres des CA ont des enfants, des emplois et ne pourront assumer autant de responsabilités sans être soutenus financièrement en termes de ressources humaines. C'est une suggestion. Je ne sais pas si s'il y a une réponse à apporter à ça. Bien, moi, je peux peut-être amener un élément de réflexion. Je n'ai pas un élément de réponse, puis c'est vraiment en discussion avec notre écoquartier parce que c'est une idée qui nous est venue à l'esprit aussi. Mais là, je ne sais pas si on parle des brigades vertes, là, du regroupement des écoquartiers qui, eux, ont un financement pour des jeunes qui, normalement, leur mandat est vraiment de faire de l'éducation relative à l'environnement, de la sensibilisation. Donc, c'est sûr que d'aller faire des interventions plus au niveau sanitaire pour le respect des modalités là, pour assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes dans les jardins, c'est un peu différent du mandat de la mission de base là, des brigades vertes. Après, il faut voir, je pense, dans chacun des arrondissements, est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles pour faire plus de la sensibilisation, de l'information pour assurer le respect des procédures. Là. Mais écoutez, peut-être que ça pourrait être une avenue possible, mais je pense que c'est quelque chose à amener dans les réflexions. Puis pour les brigades vertes, c'est un mandat avec le regroupement des écoquartiers, donc ça serait à voir avec eux. Là. Parfait, merci. Ensuite, qui devons-nous contacter pour avoir du matériel sanitaire ou des affiches? La Ville-Centre ou les arrondissements? Ça encore, Marie-Joëlle, cette question. Oui. Bien, normalement, ça sera les arrondissements. Donc, pour les jardins communautaires, nous, on a déjà commencé à avoir les besoins pour faire les commandes. Donc, c'est sûr que c'est coordonné par la Ville-Centre. Puis là, c'est ça. Mais en même temps, là, je m'avance parce que je parle plus de ma réalité pour le sud-ouest. Là, nous, dans le sud-ouest, comment on est en train de planifier, c'est que les personnes responsables de chacun des jardins communautaires vont s'assurer qu'il va y avoir le désinfectant à l'entrée de chacun des jardins. Donc, c'est commandé par la Ville-Centre. Ça va être placé là, par chacun des arrondissements. Ben, en fait, par notre arrondissement. Là, je ne veux pas m'avancer sur comment ça va être fait dans chacun des arrondissements. Puis pour les jardins collectifs aussi, nous, on a passé une commande pour pouvoir en distribuer aux responsables des jardins collectifs.
Donc, c'est ça. Je sais qu'il y a des commandes qui sont en cours, tout ça, mais pour vraiment la modalité dans chacun des arrondissements, là, faudrait que je vérifie, que je regarde avec mes collègues. Là. Je sais qu'aussi actuellement, il y a plusieurs de mes collègues de d'autres arrondissements, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût d'envoyer des réponses via le chat là, pour dire comment vous prévoyez le faire. Peut-être que ça pourrait être une idée. Donc, pour avoir un portrait un peu plus global là, des modalités qui vont être mises en place. Parfait, merci. Il y a vraiment plusieurs questions qui reviennent par rapport à avons-nous une obligation à Montréal d'avoir un poste d'accueil pour valider qui entre et si oui, combien de temps? Selon ce qu'on a vu comme directive, moi j'ai l'impression que la réponse serait il n'y a pas d'obligation pour l'instant, mais Marie-Joëlle peut-être pourrait me contredire ou il faudra aller chercher la réponse exacte. Je ne veux pas donner une fausse information, mais je pense pas qu'il y ait d'obligation. C'est une recommandation, là, mais effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait assurer qu'on ait l'information vraiment validée là, de la part de la Ville-Centre, puis ça, de la Ville de Montréal sur les modalités. Mais je pense que c'est plus une recommandation, puis il faut voir c'est ça, aux ressources qui sont disponibles dans chacun des arrondissements, parce qu'il y a des arrondissements qui vont avoir des ressources humaines payées par la Ville pour assurer, disons, les entrées-sorties. Il y a d'autres arrondissements qui n'ont pas les ressources humaines, donc il faut compter sur le travail des bénévoles. Donc, on peut pas, c'est difficile d'exiger aussi que les bénévoles soient à temps plein toute la journée présentes là. Donc, il faut voir comment ça peut s'organiser dans chacun des arrondissements. Parfait, merci. Moi, je pense que la situation actuelle démontre aussi la complexité de la gestion du programme des jardins communautaires, parce qu'il y a la Ville-Centre, il y a les arrondissements, il y a les comités de jardin qui sont des EBNL, là, qui ont une entente de gestion de cet espace-là avec la Ville, avec les arrondissements. Puis dans tout ça, il y a d'autres organisations comme des OBNL souvent qui gèrent les programmes pour les arrondissements dans certains arrondissements. Donc, il y a vraiment un partage de compétences assez flou dans l'ensemble des choses, mais au bout du compte, légalement, c'est souvent l'OBNL qui est responsable de ses propres membres qui sont les jardiniers. Alors, je pense que dans les années à venir et avec la situation actuelle, il va falloir clarifier beaucoup de choses dans ce programme-là. Donc, qui est responsable de quoi? Merci, Éric. On va continuer. Alors, transmission du virus, peut-être plus pour Marie-Claude cette fois. On y va avec, si on se lave les mains et l'eau coule au sol, le sol en ce moment est-il vecteur? Puis aussi, quel est l'effet du soleil UV sur les surfaces contaminées? Est-ce documenté? Tu es sur mute présentement. Je vais tenter de t'unmute. Voilà. Bon. Je vais revérifier. Je n'ai pas vu de données par rapport au sol. Mettons, la seule affaire que je pourrais voir, c'est que sur nos semelles de souliers, on aurait quelque chose, mais je doute qu'on se promène long. Je ne verrais pas. Par rapport à... C'était quoi l'autre question? Donc, le sol. Si l'eau ruisselle sur le sol, s'il n'y a pas de... Est-ce que, si on se lave les mains et l'eau coule sur le sol, est-ce que le sol devient un vecteur? Puis non, la réponse est non. Non, puis il y avait aussi une autre question que j'ai vue, là, si le lavabo n'était pas connecté au réseau d'égout, est-ce qu'il y a des dangers? Moi, je n'ai pas vu de données qui montrent que le virus se transmet par l'eau. Alors, il ne semble pas nécessaire de collecter cette eau-là là, pour s'en débarrasser. OK. Puis par rapport à l'eau, justement, quels sont les niveaux de risque pour l'usage de barils d'eau versus boyaux d'arrosage? Je vais poser la question, mais comme l'eau ne semble pas être un vecteur, je ne verrais pas... je pense que ça dépend plus... si vous êtes habitué de travailler avec un baril d'eau, fine, parce que c'est compliqué d'avoir de l'eau ou ça ne se rend pas. Mais un boyau d'arrosage, bon, peut-être qu'on y touche plus. Mais d'un autre côté, je ne verrais pas un jardin où il y aurait des gens, je ne sais pas, à mobilité réduite qui devraient se promener pour se rendre
au baril d'eau. Il me semble qu'avec un boyau, ça irait mieux. Fait que ça dépend vraiment, je dirais, je ne suis pas sûre qu'il y en a un qui aurait un niveau de risque supérieur à un autre. Parfait, merci. On va y aller avec une dernière question. Est-ce qu'il faut parler de 3 mètres de distance au lieu de 2, considérant le mouvement dans un environnement restreint? Excuse-moi, Erika, c'est-tu à moi, ça, celle-là? Oui, sûrement. Ça serait, étant donné qu'on... Est-ce qu'il faut parler... Certaines personnes ont peur parce que 2 mètres de distance, on dit qu'il faut garder un 2 mètres de distance, mais là, on est dans un environnement restreint, dans un jardin. Est-ce qu'on ne devrait pas dire au public de parler de 3 mètres de distance pour s'assurer vraiment, avoir une genre de mesure de précaution là, pour... On est dans un endroit restreint, mais un endroit très ouvert. On est aussi... L'été, ça va rendre... le virus n'aimera pas l'été non plus. Alors, la recommandation, c'est 2 mètres. Il y a toujours des gens qui vont vouloir sans doute être plus prudents, mais le 2 mètres est suffisant. Parfait. Éric, tu veux rajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Parce que la question, je pense qu'elle visait aussi les jardins collectifs, parce qu'on a beaucoup parlé de jardins communautaires, qui sont quand même des grands espaces. C'est rare qu'ils sont petits. C'est quand même assez, disons, spacieux, un jardin communautaire. Puis dans les jardins collectifs, souvent, ils sont plus petits, les rangées sont plus serrées. Et ça, on en a moins parlé, mais nous, au niveau du laboratoire, on a regardé ça et on se disait, dans des projets comme collectifs ou même des fermes sociales, il y en a là, dans différents endroits, dont l'arrondissement Villeray, Antique-Cartierville, Fourche à la Fourchette. En fin de compte, le jardin collectif, c'est plus des lieux de production. Et si on reste sur la production, c'est le nombre de personnes dans le potager collectif devrait être le nombre nécessaire uniquement pour les activités de production. Donc, en général, c'est 2 à 3 personnes. Et là, je ne veux pas dire que c'est seulement ces 2 à 3 personnes-là qui se partagent la production. Je pense qu'il faut toujours partager la production avec les 50 membres du jardin collectif. Mais je pense qu'il est illusoire de se dire dans un jardin collectif qui peut faire 100 mètres carrés qu'on va mettre 50 personnes en même temps à faire les activités de jardinage. Parce que là, on est plus dans du social que dans la production. Donc, il y a cette réflexion-là à avoir. Et de là, on pense toujours à la distanciation. Il faut garder en permanence 2 mètres de distance. Qu'on tourne ou pas, ce qui fait en sorte que je pense que c'est le paramètre qui fait en sorte qu'on se ramasse avec 2 à 3 personnes dans un jardin collectif plutôt que les 20 à 25 habituels. Du moins durant la période là, de confinement qui va peut-être être levée en juin ou à la fin mai. Mm-hmm. Parfait. Il reste pas mal de questions, mais on a déjà dépassé notre temps qu'on s'était alloué. Je vais donc conclure ici le webinaire et puis on va prendre en note vos questions. On a déjà commencé à les colliger, puis on va faire une liste avec ça. On va essayer d'y répondre, puis on va essayer de aussi faire le tri entre les recommandations puis les obligations, parce que ça semble être quand même une problématique importante. Puis, ben voilà, merci beaucoup pour votre présence active, votre implication pour assurer la tenue de la saison agricole montréalaise sécuritaire, mais aussi abondante. N'oubliez pas le 3 à 1 pour vos questions. Ça peut vraiment rester la ressource de base. Et puis, je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire va être rendu disponible sur les plateformes web du Système alimentaire montréalais et AULab. Sur nos réseaux sociaux, sur les sites web. N'hésitez pas à partager l'information à vos collègues. Et merci encore à nos 3 intervenants pour leur collaboration qui a rendu possible la tenue de ce webinaire et qui facilitera, on l'espère, le travail dans l'ouverture des jardins. Finalement, merci aussi à Cultiver Montréal pour avoir diffusé l'information dans votre réseau. Bonne saison